Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité. En marge de la cérémonie d'ouverture de la mini-centrale solaire dans le village estival d'Adaïlou, c'était hier, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rencontré les sages de ce village. Et page santé, l'OMS s'inquiète de la propagation du virus Zika sur les continents latino-américains. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Une ambiance de fête d'Anko avait marqué hier l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh à Adaïlou pour inaugurer la mini-centrale solaire ainsi qu'une enceinte sportive. La population de la région de Tadjoura s'est fortement mobilisée pour se rendre à Adaïlou et aller au-devant du chef de l'État. Hommes et femmes ne voulaient pas rater l'événement. Et justement, donc, Adaïlou, qui est chargé d'histoire, a été toutefois la capitale de la région de Weima, qui bénéficie d'un climat froid. Cette région estivale attire d'ailleurs beaucoup de vacanciers durant l'été. Elle est désormais électrifiée grâce à la construction d'une mini-centrale solaire produisant quelques 100 kW. Eh bien, tous les villages se trouvant aux alentours d'Adaïlou bénéficieront également de ce courant électrique. La plateforme sportive inaugurée également enthousiasmera les jeunes d'Adaïlou et les villages environnants. Après le sultanat de Tadjoura, la tournée présidentielle se poursuivra à Saïla dans le sultanat de Gobaad. Les engagements faits par le chef de l'État sont ainsi tenus.
Moi, je suis du village, je suis un jeune médecin qui vient de rentrer récemment. Et bon, tout d'abord, nous remercions le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour nous avoir donné cette chance, pour nous avoir donné l'opportunité d'être le premier village solaire. À l'époque, lorsque nous étions des étudiants ici, il n'y avait pas tout ça. Je ne peux pas dire qu'on était dans le noir, mais c'était presque sombre. Il n'y avait pas assez de gens, il n'y avait pas assez de... Maintenant, on a le collège, on a un central solaire qui vient d'être inauguré aujourd'hui, on a un complexe sportif qui vient d'être inauguré aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents de tout ce qu'il a fait pour nous et nous le remercions. Et nous espérons que les gens vont profiter de cette occasion pour faire rayonner l'image de notre région, l'image de notre district et aider tout ce qu'ils peuvent se faire dans ce sens. Aujourd'hui, nous sommes ici officiellement pour l'inauguration de l'énergie des villages solaires. Parce que l'accès à l'énergie aujourd'hui, c'est une priorité du gouvernement. Notre politique, la politique du gouvernement veut qu'aujourd'hui la population rurale ait accès aux énergies propres, aux énergies renouvelables. Donc, c'est dans cette optique que le gouvernement, notamment le président de la République, nous a choisi aujourd'hui. Donc, nous le remercions pour ça énormément. Il y a également d'autres secteurs comme le sport, parce qu'aujourd'hui, la plateforme a été construite aujourd'hui. C'est toujours le choix de notre président. Donc nous le remercions encore. Il y a plusieurs projets sur le terrain en cours aujourd'hui. Nous voyons cette inauguration vraiment très parfaite tout d'abord. Nous remercions le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, son Excellence. Nous le soutiendrons toujours pour le 5e mandat. Nous le remercions haut et fort dans la région de Birima, comme il a accompli plusieurs travaux que vous voyez aujourd'hui sur le terrain. Les solaires que vous voyez, les terrains de handball et de foot, et ainsi les différents barrages d'eau qui sont en train de commencer. On le soutient haut et fort et nous le remercions encore pour qu'il puisse accomplir les restes des travaux qui sont en route. C'est pour cela que nous les soutenons du petit jusqu'à le vieux, les femmes, les jeunes, les soutiennent encore. Et cette image, donc, cette rencontre en marge de la cérémonie d'ouverture de la mini-centrale solaire du village estival d'Adaïlou, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les sages de ce village. En effet, le chef de l'État a écouté les doléances des notables locaux et sages du village d'Adaïlou. Ensuite, ils leur ont manifesté leur soutien dans les prochaines élections présidentielles d'avril prochain. Et à la fin de la rencontre, les sages du village d'Adaïlou ont imploré Dieu Tout-Puissant pour que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Une séance de Fatiha et de prière collective a eu lieu en présence du chef de l'État et des hauts responsables présents à cette cérémonie. Les travaux de la réunion de concertation au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères se sont achevés hier soir, lundi, à Abu Dhabi. Cette réunion s'est tenue à l'initiative des Émirats arabes unis, président en exercice du Conseil de la Ligue des États arabes. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner les défis que la région arabe affronte, le fléau du terrorisme et la redynamisation des mécanismes de la Ligue arabe. Effectivement, lors de cette importante réunion, notre pays était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, accompagné de Moussa Mohamed Ahmad, ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ousmane Moussa Darar, ainsi ambassadeur de Djibouti à Abu Dhabi, et Mohamed Ali Walié, directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères. Cette réunion coïncide avec la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et la République de Djibouti, deux pays frères qui ont un destin commun. Dans l'actualité également, le secrétariat d'État à la solidarité nationale a officiellement lancé dimanche dernier à Ondoli, dans la région d'Obok, les activités d'enregistrement du programme de solidarité famille pour quelques 140 bénéficiaires. Et la cérémonie de lancement de ce programme a eu lieu en présence de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Kayad,
qui était accompagné notamment des autorités locales, dont le préfet Hassan Dabali Ahmed, du président du conseil régional Ali Ahmed Hassan, ainsi que de hauts responsables au Bokwa. L'objectif de ce programme est de toucher le maximum de personnes nécessiteuses ayant besoin de la solidarité de l'État. Ce programme vise aussi à inciter d'autres ministères tels que le ministère de la Santé ou encore celui de l'Éducation nationale dans la poursuite de cette noble initiative afin qu'elle ait un plus grand impact au sein de la société civile. La première sous-préfecture à la Lidada est touchée tout d'abord par ce projet du PNCF, Programme National Solidarité Famille, qui a été lancé par le président de la République à Demerjog. Ce programme national de solidarité famille touche les familles les plus vulnérables. Donc surtout les femmes, surtout ce programme touche surtout les femmes. Donc va à l'endroit des femmes et des familles les plus vulnérables. 140, comme le disait Madame la ministre, sont touchés à Andoli. Il y aura encore, aujourd'hui c'est le dimanche, cette semaine, toutes les équipes qui ont été recrutées dans le cadre de ce projet vont sillonner la sous-préfecture de la Lidada. Donc Andoli, ensuite Bissidiro, il y aura la Lidada jusqu'à Adgueno. Le programme va commencer, va toucher jusqu'à Adgueno, et je pense que c'est un grand projet. Et à présent, écoutons les explications de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, concernant le lancement de ce programme. On l'écoute. Nous sommes venus aujourd'hui à Andoli, dans la sous-préfecture de Alaïdada, avec le préfet de la région, le président du conseil régional, le député, et nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui l'activité d'enregistrement des bénéficiaires du Programme national de solidarité famille, que le président de la République a officiellement démarré le 7 janvier à Damerjog. Dans le cadre de ce programme, 140 bénéficiaires sont déjà identifiés dans cette localité de Andoli. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, l'enregistrement avec les équipes du programme va se poursuivre et nous espérons très rapidement, dès la semaine prochaine, remettre les cartes de bénéficiaires et démarrer le premier transfert monétaire pour chaque famille bénéficiaire. Il y a également le programme de sensibilisation que nous espérons démarrer aussi avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Mais d'ores et déjà, nous sommes très contents parce qu'on voit qu'il y a énormément de mobilisation de la part de la communauté, de la part des autorités locales, pour que le programme se déroule comme il faut. Nous sommes vraiment dans la planification, le respect de la planification est déjà là et nous sommes encouragés à poursuivre davantage, même si les conditions sont un peu difficiles dans les zones reculées. L'objectif du programme, c'est de toucher le maximum de personnes nécessiteuses qui ont besoin de la solidarité de l'État, mais aussi d'inciter les autres ministères comme la santé, le ministère de l'Éducation, à œuvrer avec nous pour renforcer l'impact positif de ce programme. Autre nouvelle, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Soudan, Ahmed Ali Barré, a été reçu cette semaine par Ibrahim Gandour, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets importants tels que les relations bilatérales entre les deux pays frères, l'inauguration prochaine de l'hôpital soudano-djiboutien offert par le président Omar Hassan al-Bashir au peuple djiboutien. Saisissant cette opportunité, l'ambassadeur a remis une lettre d'invitation du président Guelleh au président de la République à son homologue Omar Hassan al-Bashir, président de la République du Soudan, pour prendre part à l'inauguration de l'hôpital prévu, Inch'Allah, pour le jeudi 11 février prochain. Pour sa part, le ministre Gandour a apprécié l'excellence des relations entre les deux pays. Enfin, le ministre a souhaité plein succès à son hôte dans sa fonction et sa noble mission auprès de la République du Soudan. Toujours en nouvelle nationale avec cet atelier de formation sur la détection des problèmes auditifs chez les enfants qui s'est ouvert hier
à l'hôpital général Pelletier. Cette formation organisée conjointement par le MENFOP et le ministère de la Santé a vu la participation des directeurs des écoles de la capitale. Elle vise à outiller les chefs d'établissement des écoles primaires à déceler rapidement les déficiences auditives chez les élèves dans les écoles. Animé par Dr Saad Abdillahi Awale, chef de service ORL à l'hôpital général Pelletier et son équipe, celle-ci a permis entre autres aux participants de comment diagnostiquer rapidement un élève qui présente une déficience auditive en classe et la démarche à suivre. De la société civile, le gouvernement aussi à tous les niveaux. On remercie aussi par ailleurs la santé qui nous a appuyé, Dr Qassim, le ministre de l'Éducation, Dr Jama, le secrétaire d'État à la solidarité, Mme Zahra Rayad, qui a beaucoup participé aussi à nous donner des appareils auditifs de façon volontaire et consciente et vraiment participatif, qu'on a pu appareiller dans les régions de Sagalo et d'Eralaf. Et donc c'est un travail multisectoriel où plusieurs ministères travaillent. En premier lieu, l'éducation pour faire les diagnostics et le dépistage d'équipes techniques. L'éducation qui va offrir avec ses enseignants pour faire ce qu'on appelle le diagnostic de pré-tests. Donc les enseignants ont un rôle très important dans les écoles. Dès qu'un enfant sera diagnostiqué ou suspecté qu'il a un problème auditif, il va nous adresser pour nous pour faire le diagnostic et à partir de là, on pourra appareiller. Et actualité nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris aujourd'hui le décès survenu à Djibouti de feu Abdelrahman Hassan Rakhis, membre de la troupe 4 mars. Le défunt était musicien au sein de la troupe et était né en 1960 à Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Les artistes djiboutiens présentent leurs sincères condoléances en ce douloureux moment et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde à présent, les négociations de paix sur la Syrie qui devaient débuter hier à Genève sous l'égide de l'ONU sont reportées au vendredi 29 janvier en raison de désaccords sur la composition des délégations. Ce report est dû à un blocage sur la composition des délégations, a expliqué l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mastura, au cours d'une conférence de presse. Les pourparlers de Genève doivent porter sur la feuille de route établie en décembre 2015 par le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. La coalition de l'opposition syrienne, la principale composante de l'opposition en exil, constituée le mois dernier à Riyad et qui compte en son sein d'importantes factions rebelles armées, a formé une délégation pour participer aux négociations, mais en ont exclu le principal parti kurde et d'autres responsables de l'opposition. La Russie, pays allié du régime de Bachar al-Assad, a cherché à faire participer certains d'entre eux au pourparlers, soit dans le cadre d'une délégation élargie, soit d'une délégation parallèle. Toujours dans l'actualité internationale, l'Union européenne versera les 3 milliards d'euros promis à Ankara dans un délai raisonnable. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est rendu hier à Ankara pour finaliser les termes de l'accord conclu en novembre, mais aussi pour faire taire les rumeurs de divergence sur cet épineux dossier alors que la Turquie s'agace de ne pas avoir reçu son chèque. Ce n'est pas de l'argent pour le gouvernement turc, cette somme est allouée au projet pour les réfugiés. Nous ne faisons que le travail nécessaire. Laissez-moi dédramatiser la situation. Nous n'avons pas pris des décisions dans les mois derniers. Il faut donc faire le travail préparatoire pour s'assurer que l'argent sera dépensé de manière appropriée, a insisté Federica Mogherini. Bruxelles s'est engagée à verser cette somme à Ankara en échange d'un plan d'action de la Turquie pour mieux contrôler ses frontières, de lutter ainsi contre les réseaux de passeurs. Et enfin, santé pour clore ce journal. Le virus Zika inquiète sérieusement le monde médical. L'Organisation mondiale de la santé a publié hier un communiqué indiquant que 21 pays sur 55 du continent latino-américain sont déjà touchés par l'expansion du virus. Cette maladie est transmise par un virus femelle, l'anophèle à peau zébrée ou tigre, le même moustique qui transmet déjà les épidémies de la dengue ou du chikungunya. La suite avec Hussein Aouled. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration faite hier, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a confirmé l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Le virus est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risque de naître avec une petite tête.
Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi, a insisté Margaret Chan. C'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que son pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones où prolifèrent ces moustiques. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.